Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous faire l'honneur d'être devant votre petit écran ce soir. Permettez justement que j'ouvre mon propos introductif par une question qui va probablement heurter des sensibilités. Y a-t-il une malédiction pédiatrique au Cameroun? La question vaut son pesant d'or et reste d'actualité au regard de multiples cas d'enfants innocents qui perdent la vie dans les formations hospitalières dans notre pays. Au regard du nombre sans cesse croissant des familles larmoyantes du fait de l'état de santé de leurs fils ou encore de leurs filles. À la lecture du mode opératoire en pédiatrie dans certaines formations hospitalières du pays, à la lecture des défaillances pédiatriques dans la politique de la santé publique pour ce qui est de la prise en charge de l'enfant au Cameroun, il y a lieu de sonner ce soir les cloches de l'alerte. Et oui, ça ne va pas, ce n'est pas moi qui le dis, ce sont des experts, probablement ceux que vous écouterez ce soir, qui sont d'ailleurs des experts de haut volt. Vous le comprendrez mieux en écoutant des récits pathétiques des parents, en écoutant justement, en découvrant des images pitoyables des enfants, comme si la politique publique, pour ce qui est de l'encadrement de l'enfant au Cameroun, était ubuesque. Ce soir, nous nous proposons justement de poser un diagnostic sans complaisance du suivi post- et prénatal de l'encadrement pédiatrique de l'enfant au Cameroun à la lumière des cas pathétiques, des images insupportables, des images choquantes, et ça, je vous aurais prévenu. Rendez-vous donc dans un instant, dans une poignée de secondes, avec des mères aux histoires assez pathétiques. A tout de suite. Ce sont des mamans qui ont perdu justement la saveur de l'enfantement, qui ont perdu la joie de vivre, qui ont vu leur quotidien basculer, qui vivent dans qui baignent dans le fleuve du désespoir. Elles ont accepté ce soir de s'ouvrir aux questions de regard social, de partager leur quotidien avec nous et nous les recevons comme il est de tradition avec beaucoup de plaisir ce soir. Et je m'en vais tout de suite commencer par la plus jeune qui est en plateau avec nous, Madame ou Mademoiselle Thierry Eunice. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Comment allez-vous ce soir? Je vais un peu bien. Ok, alors on le voit en image, vous n'êtes pas seul, vous êtes avec votre fils, le petit chez Daniel. Oui, oui. Oui, chez Daniel, il est âgé de 2 ans. De 2 ans. Voilà, chez Daniel est âgé de 2 ans et il n'est pas un enfant comme les autres. Oui, chez Daniel n'est pas un enfant comme les autres parce qu'il est né handicapé, avec un visage complètement mal formé, je ne sais pas, déformé. Ok, bien. Nous aurons l'occasion d'en savoir un peu plus au cours de cette émission. Et comme je le disais, vous n'êtes pas seul en plateau ce soir pour partager justement votre quotidien avec votre fils ou alors votre fille. Et nous recevons également une qui vient d'EDA dans le département de la Sanaga-Maritime, Madame Yongtan Ernestine. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Et bienvenue sur le plateau de Regard Social. Merci. Vous venez fraîchement d'EDA. Je viens d'aider. Voilà, vous habitez le quartier Banda Monastère. Banda Monastère. Oui. Ok, alors comment allez-vous ce soir? Un peu bien, pas du tout. Pourquoi juste un peu? Parce que mon fils, lui, il était bien né. Et à peine 2 ans, a commencé par la tête ne tenait pas. Je me disais que peut-être, à la longue, peut-être ça va changer. À un moment donné, je l'ai amené à l'hôpital. On a fait les examens, on a découvert que l'enfant était né. Tantôt on me disait que c'est la fontanelle. Je l'ai amené vers l'indigène. Dans tout ça, j'ai tout fait, ça n'a pas changé jusqu'aujourd'hui. Ok. Alors, il est âgé de 10 ans. Il est âgé de 10 ans et à peine quelques années, mon mari a encore eu un accident jusqu'aujourd'hui. Mon mari est toujours dedans. Voilà, votre mari a été victime d'un accident, il est cloué à la maison. Et avec une plaie, sa plaie depuis 2007. Je suis dépassée.
Alors, madame, nous allons justement poursuivre le cours de cette émission. Ne pleurez pas encore, parce que vous avez beaucoup à nous dire, n'est-ce pas? Je vous comprends, monsieur. Voilà, donc calmez-vous. Nous aurons l'occasion d'échanger pour comprendre réellement ce qui s'est passé ou alors ce qui se passe dans votre quotidien. Et comme je en tout début de cette émission, elle n'est pas seule en plateau ce soir. Nous recevrons également Madame Bitette Véronique. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Et comment allez-vous ce soir? Ça va un peu? Ok. Alors, vous venez de Nianon? Oui. Nianon, c'est dans le département de la Sanaga-Maritime. Voilà, dans le département de la Sanaga-Maritime. Vous êtes la mère de la petite Gertrude. Oui. Gertrude Zine. Oui. Voilà, qui est d'ailleurs avec vous. Gertrude a quel problème? Peut-être qu'on le voit en image. Oui, Gertrude a une langue ressortie dans la bouche. Oui, elle a une langue ressortie dans la bouche. Elle n'arrive pas à manger comme tous les enfants. Parfois, quand elle veut manger, le sang coule ou le pus sort dans la bouche. Ça sort et ça sent tellement. Du sang. Du sang. Et du pus. Oui. Et comment vous la nourrissez? Au village, il y a des fois, je pile le plantain quand elle voit ses frères manger le plantain. Quand je la fais le couscous, elle refuse de manger. Je suis obligée de piler le plantain que nous mangeons ensemble. Je la donne aussi pour qu'elle puisse aussi manger comme nous. Ou à défaut, je mâche la nourriture dans ma bouche et je mets ça une fois dans sa bouche. Mais est-ce que Gertrude est née comme ça? Non. Gertrude est née avec une langue dans la bouche. Là, en bas de la langue, il y avait, là, c'était un peu enflé. Et ici, en bas de la gorge, c'était une boule. Après, nous sommes quittés au village quand elle avait 6 mois. Nous sommes allés à la fondation Madame Chantal Biya. Et de là, on nous a accueillis. La madame en question qui nous a accueillis, elle nous a dit qu'il n'y a pas tous les matériels, il faut qu'on parte faire la radio. De là, nous sommes quittés, nous sommes partis à la radio. On a regardé l'enfant. La dame a dit, mon mari a demandé comment s'appelle cette maladie. Cette dame nous a répondu, la maladie s'appelait la grénuaire. La langue était dedans. On a marché, elle nous a envoyés à l'hôpital de Siachou. De là, nous avions marché là pendant 1 mois, monter, descendre. On nous envoie dans des cliniques, on monte, on descend, rien. Finalement, on n'avait plus rien dans la poche. Jusqu'au niveau qu'on a même prêté de l'argent pour rentrer au village, pour chercher encore un peu de sous pour revenir à l'hôpital. Jusqu'au moment qu'on nous a dit, après 3 mois, après, quand elle va commencer à grandir, la langue va commencer aussi à entrer là-dedans. Parce que c'est après 1 an, la langue a commencé à sortir après 1 an et demi. Ça poussait, ça poussait, ça poussait. Et comme on n'avait pas les moyens au village, on a attendu. On faisait nos petits bâtons de manioc. Moi et mes voisines et mes mamans m'aidaient souvent à faire le bâton de manioc. Les dimanches, j'allais vendre ça pour un peu garder de l'argent pour repartir avec l'enfant à l'hôpital. Mais à la naissance, dès le premier jour, lorsque vous avez découvert votre bébé, oui. Est-ce que la langue était déjà... Elle était dedans. Mais à l'hôpital de Siachou, on nous a demandé d'amener l'enfant. Ils ont pris une piqûre qu'ils ont appelée la ponceuse. Ils ont mis en bas de la langue de l'enfant. Quand elle avait ses 6 mois. Arrivée à la maison, la langue a pris le volume. C'était déjà grand dedans, qu'elle ne pouvait même plus téter. La langue est ressortie. Le lendemain, nous sommes partis à l'hôpital. Le docteur nous a dit d'acheter un remède. On a bousculé.
On a acheté le remède, mais on n'a pas tout acheté puisque il n'y avait pas assez d'argent. On a donné le remède à l'enfant. Après, la langue est encore entrée dedans. Quand la langue est entrée dedans, on nous a dit de repartir faire encore la radio. Une deuxième radio. Nous sommes repartis. On a fait la radio. Le docteur nous a demandé de repasser le lendemain. On nous a demandé d'acheter certaines choses pour l'enfant et il n'y avait pas assez d'argent. Ok. D'accord. Nous le comprendrons davantage tout au long de cette émission. Alors, Madame ou Mademoiselle Eunice, votre fils Daniel qui est avec vous ce soir est âgé de 2 ans et 3 mois, Oui, pour monsieur. être précis. Oui. Alors, il ne parle pas, il ne voit pas. Daniel, Comment ça s'est passé? Comment... je ne peux pas expliquer, puisque l'enfant est né comme ça dès la naissance. Je ne peux rien expliquer, je ne sais pas. De là où il est là, l'œil qui est un peu visible dehors, là, cet œil-ci voit, mais pas, franchement, ça ne voit pas très bien. Mais l'autre œil est né carrément fermé, jamais il n'a pu ouvert. Et la bouche était jusqu'à tellement fendue que c'est l'opération qui a pu recoudre un peu. Je ne sais pas, je ne peux pas expliquer. Et la langue à l'intérieur, la bouche est carrément ouverte à l'intérieur. Je ne sais pas, la gorge est ouverte. Donc, il ne peut pas parler parce que la langue aussi n'est pas bien comme il peut parler. Tous les mots qu'il dit, c'est maman. Il dit, c'est tout le mot qu'il peut dire. Et s'il a besoin de quelque chose, il fait c'est tout ce qu'il peut dire. Il ne parle pas. Mais vous faites le constat à partir de quel âge de tous ces problèmes-là, malformation visuelle et même au niveau de la bouche, malformation buccale. Vous avez fait le constat à partir de quel moment? Dès le premier jour de sa naissance. C'était comme ça. L'autre œil qui voit, nous sommes allés à l'hôpital et on nous a vendu le remède qui a duré 6 mois. Je mettais chaque jour dans son œil, chaque jour, matin et soir, avant que l'autre œil a pu voir. Les 2 yeux étaient carrément, ça ne voyait rien. Et l'autre œil ne voyait absolument pas. Et les médecins vous ont laissé partir comme ça de l'hôpital après l'accouchement? Je Ils n'ont n'ai pas prescrit des examens complémentaires, un suivi? Je n'ai pas pu accoucher dans un hôpital, j'ai accouché dans une clinique du quartier. Et là, l'infirmière ne pouvait rien pour moi, elle m'a juste renvoyée à la maison. C'est dès la maison que je suis partie à Mbingo, ici à Douala. Là où ils m'ont renvoyé à Mbingo de Bamenda. Ils n'ont pu rien faire pour moi ici. C'est à Bamenda qu'on a pu coudre la bouche ici, de l'extérieur, tout simplement ici. Donc c'était en fait un bec de lièvre, Oui. comme on l'appelle. Et c'était fendu jusqu'aux narines, puisque les narines sont aussi un peu déformées. Oui. Et il est aussi né avec une blessure ici, qui saignait dès la naissance. La blessure s'est ciblée après, quand on a acheté des remèdes pour mettre sur ça. Mais étant enceinte, est-ce que vous avez suivi toutes les prescriptions médicales? Vous avez respecté tous les rendez-vous médicaux qui vous ont été prescrits? Non, je n'avais pas respecté tout parce que je n'avais pas les moyens. Et je n'ai pas pu aller dans un hôpital parce que je n'avais pas de moyens. J'ai fait tous mes examens dans une clinique, là où j'ai pu accoucher. Ok, qui vous suivait? Oui. Qui vous suivait lorsque vous alliez quand même à l'hôpital, lorsque vous parveniez à aller dans ce centre de santé? Qui vous suivait? Qui s'occupait de vous? Je partais toute seule. C'est juste le jour de... C'était une infirmière, un médecin? Une infirmière, pas un médecin. Jusqu'à l'accouchement? Oui. Ok. Et je signale par ailleurs que vous êtes âgé de
22 ans. Oui, Vous êtes âgé de 22 ans. Et Eunice est justement le premier enfant. oui. Daniel est justement le premier enfant. Voilà, Daniel est le premier enfant, puisque vous êtes mère de 2 enfants. Oui. Ok, très bien. Alors, Madame Yontan Ernestine, le cas du petit Choumi Adrien Jonathan, qui est âgé de 10 ans et qui ne marche pas, qui souffre d'une paralysie, qui ne parle pas, au quotidien, comment vous le ménagez? Vous le portez avec vous? Comment vous avez, comment dire, vous avez un tricycle pour l'enfant? Comment vous le ménagez au quotidien? Je lui mets toujours dans la bassine comme il est là devant moi. Donc quand il fait même les selles, pour que je le nettoie à peine. Et je tâtonne seulement avant de lui donner même de l'eau. Mais son problème est que quand il a faim, il pleure. Là, je constate qu'il veut manger la nourriture. Je le nourris comme un bébé. Là, oui, il est même plus qu'un bébé puisqu'il ne mange pas tout seul. Donc, il est comme un bébé qui vient de naître, comme il est là. Je n'ai rien pour lui poser sur ça. Et quand la bassine se gâte, j'achète l'autre. Je lui mets comme vous voyez là. On aura l'occasion de le voir hein, dans le reportage, puisque nos équipes sont allées justement en famille le suivre. On aura l'occasion de le voir dans le reportage qui va suivre. Mais dites-nous, c'est parti de quoi? Est-ce qu'à la naissance, le diagnostic a été posé? Est-ce que les médecins vous ont dit à la naissance de l'enfant qu'il était malade, qu'il souffrait d'une quelconque pathologie, maladie? Il n'était pas, l'enfant était bien né. C'est à partir de 2 ans qu'il a commencé, que ça a commencé. Et on m'a dit que c'était la fontanelle. Je l'ai amené à l'hôpital. C'est là où on a fait les examens. On a constaté qu'il a l'ITER. Donc, à la naissance, ça ne s'est pas présenté. C'est après 2 ans là qu'on a dépisté ça. Mais est-ce que durant votre grossesse, vous avez respecté tous les rendez-vous? J'avais respecté tous les rendez-vous puisque c'était ma première grossesse, à peine fait 15 ans de mariage. Et c'est le premier fils, c'est là que ça me donne la douleur au cœur. Parce que cet enfant pouvait déjà me donner même de l'eau. À peine fait 15 ans de mariage que j'ai accouché cet enfant. C'est là que quand je veux même parler, je n'ai même pas le courage, c'est seulement les pleurs. Et après à peine quelques années, son papa a fait aussi l'accident. Je ne parviens pas à joindre les deux bouts. Donc c'est après 15 ans de mariage qu'il est né. Oui. Votre premier fils. Oui, exactement. C'était la joie à la naissance. Mais après, tout a changé. Tout a changé, c'était passé. C'est comme on m'a aussi indiqué un hôpital des handicapés à Bamenda. Hôpital des handicapés de Bafou. Je suis allée là-bas, on m'a demandé beaucoup d'argent. Je n'ai pas eu les moyens de l'amener. Donc, c'est pour cela que je viens ici, pour que j'en puisse m'aider. Alors, au quotidien, nous avons fait le constat. Son père a été victime d'un accident de la circulation et il est cloué à la maison. Effectivement. Pas d'activité. Rien, il ne fait rien. Donc vous êtes la seule qui est appelée aujourd'hui à travailler pour nourrir la famille. Comment vous faites? J'achète mes arachides, je bouge, je me promène avec. Il y a des moments, j'achète pour 3 mais je mets dans le plateau, je me balade avec. Je ne reste pas moi sur place. Et pendant que vous n'êtes pas là, à la maison, qui s'occupe de lui? Son père. Ok. Alors vous avez quand même pu... Il a un petit frère? Il a une petite soeur. Une petite sœur, voilà.
qui est bien portant. Oui, monsieur. Elle a 7 ans, bientôt 8 ans. Elle fait le cours élémentaire 1. Ok. Mais est-ce que dans cette douleur, dans ce calvaire, vous avez au moins vous bénéficiez du soutien de votre entourage, de votre famille? Ils sont là? Pas du tout. Eux-mêmes, ça ne va pas. Puisque eux-mêmes sont dépassés. Puisque s'il y avait des moyens, je ne devais pas venir ici là. Je devais seulement amener l'enfant là où on m'a indiqué. Mais on m'a confié au quartier Mbanda que des personnes se moquent souvent de vous. Effectivement. Qu'est-ce qu'ils disent? Quel est le regard qu'on pose sur vous là, dans votre quartier, dans votre entourage? Il y a certains qui me donnent les bons conseils. Certains disent seulement que l'enfant a les 4 yeux. Je dis que si l'enfant a 4 yeux, c'est ce que le Seigneur m'a donné. Je n'y peux rien. Ok. Alors, Madame Bitette, Oui. est-ce que depuis aujourd'hui, la petite Gertrude est âgée de 3 ans? Alors, depuis, est-ce que vous suivez un traitement? Est-ce qu'elle est suivie par un médecin, par un pédiatre? Gertrude, quand on a un peu de l'argent, puisque c'est en 2015 aussi, quand monsieur était de passage au village, a vu l'enfant. Moi, je n'étais pas à la maison, puisque quand moi je suis pas à la maison, son papa reste avec elle. Quand moi je viens à la maison, son papa part aussi au champ. Et quand je suis venue en Brousse, mon mari me dit, il y a un monsieur qui est passé ici. Il vient de Baminda. Il m'a indiqué de monter sur Baminda à Bingo. Je lui ai dit, bon, on doit chercher tout moyen, même comme c'est éloigné du village. On doit se battre parce qu'on ne peut pas laisser l'enfant grandir comme ça. Quand elle joue avec ses soeurs, bien ses frères, ses voisins au village, elle étouffe toujours sa langue là. Elle dit que je ne peux pas supporter l'enfant qui n'arrive même pas à mettre la cuillère. Parfois, quand elle s'étouffe comme ça, la langue grossit dans la bouche. Qu'elle n'arrive même pas à mettre la cuillère, elle fait 3-4 jours sans manger. J'ai dit à mon mari, vaut mieux qu'on cherche l'argent. Même si on n'a pas, on peut prêter de l'argent. Un moment arrivera. Vous êtes allé à Bingo? Nous sommes partis à Bingo. Quel est le diagnostic qui a été posé? Ils nous ont dit qu'ils peuvent opérer l'enfant. Ils nous ont demandé une somme. Et on n'avait pas tout l'argent. J'ai dit à mon mari qu'on doit rentrer au village pour chercher, pour compléter cet argent. Nous sommes rentrés. On a fait 3 mois au village. Nous sommes encore remontés. Puisque le docteur nous a dit qu'il devait l'opérer là, pour voir la boule qui est là. Peut-être c'est elle qui provoque la langue qu'elle soit toujours dehors. Et tous nous sommes tombés d'accord. Après, on a classé l'enfant dans la liste. On l'a opéré après 3 jours. Et de là, on m'appelle, on me dit, madame, voilà ce qu'on a soutiré sur votre enfant. On me dit qu'on a coupé la langue de l'enfant. Je me suis évanouie dans la salle. J'ai dit non, ce n'est pas ce que vous avez dit que vous allez opérer. Ce n'est pas ce que vous m'avez dit que vous allez faire sur l'enfant. Je tremblais de peur. Ils m'ont dit non, ça va passer. Je les ai demandé, est-ce que le bas du menton là, on va faire comment avec? Puisque la boule qui est là, il y a 2 fois, quand elle mange, ça la fait mal. On me dit non, ça va passer. De temps en temps. Elle est entrée sur perfusion pendant 1 semaine. La 2e semaine, on nous a dit de rentrer à la maison parce qu'il n'y a pas assez d'argent pour vous de rester encore à l'hôpital. Nous étions obligés de rentrer encore au village. Ils ont donné rendez-vous après 1 mois. Les 1 mois n'étaient même pas encore arrivés. La langue a encore grossi dans la bouche. Donc en fait, l'opération n'a pas réussi. Ils ont dit qu'ils n'ont pas réussi l'opération de l'enfant. Après,
On a supporté. Ils ont prescrit un remède qu'on n'a même pas pu acheter tout le remède. Parce que quittant du village jusqu'à Bingo, c'est tellement très loin du village. Tout à fait. De Nyanon jusqu'à Bingo Bamenda. Après cela, ils ont prescrit le remède, on a acheté. Nous ont dit de faire encore une semaine. Partir les montrer l'enfant. Nous avions fait une semaine à la maison. Nous sommes encore remontés sur Bingo. Ils ont dit qu'ils ont raté l'opération, qu'on doit encore chercher l'argent. Et voilà aussi la rentrée qui arrive brusquement. J'ai dit à mon mari qu'on va aller creuser quel trou pour trouver de l'argent. Il m'a dit que ça ne vaut même plus la peine, puisque même manger ici, là-bas, il n'y a pas de moyen. Les enfants sont à la maison, on les laisse affamés pour chercher la santé de leurs petits soeurs. Et voilà la rentrée qui arrive. Comment on va faire? Il m'a dit qu'on doit rentrer au village. Et de là, nous sommes arrivés au village. Parfois, elle essaie de manger. Parfois, ça grossit dans la bouche, cette langue que vous voyez là. Ça grossit dans la bouche qu'elle n'arrive pas à manger. Ok, mais votre quotidien au village, est-ce qu'elle parvient au moins à jouer avec les enfants de son âge? Quand elle part jouer avec ses amis, parfois les autres se moquent d'elle. Et ça vous fait très mal? Ça fait très mal. Les autres l'insultent, même va avec ta langue qui coule là-dessus. Le sang. Elle vient en courant puisqu'elle essaie de parler. Je dis non, reste ici à côté de moi, ne pars plus là-bas puisqu'ils vont t'étouffer. Mais elle ne peut pas rester tranquille. Quand elle voit ses soeurs partir à l'école, elle me dit, maman, je pars aussi à l'école. Non, je la trompe, oui. Demain, je vais aller t'accompagner chez ta maîtresse. Jusque-là, jusqu'aujourd'hui, elle est comme ça. Là. On n'a même plus les moyens pour aller avec elle à l'hôpital. Je ne sais plus ce qu'elle peut vous dire. Ok. Alors, Eunice, Oui, monsieur. le drame dans tout ça, c'est que le père de l'enfant n'est pas là. Il est allé en aventure, chercher les moyens pour s'occuper de la famille. Il est où, au Maroc ou en Espagne? Depuis qu'il est parti, je n'ai pas de ses nouvelles. Je ne sais pas où il se trouve actuellement. C'est pour ça que moi-même, je me suis levée pour venir chercher de l'aide ici à Equinox. Parce que j'étais abandonnée à moi-même. Quand l'enfant est né comme ça, ma famille, tout le monde m'ont dit que c'est moi qui ai cherché. Que c'est mon problème là-bas. Que si c'était l'argent qui était tombé comme ça, n'est-ce pas, j'aurais mangé en les oubliant. Que je devais me prendre charge de mon enfant seul. Du coup, tout le monde vous a abandonné? Oui, je suis allée à l'opération, la première opération aussi. Je suis allée toute seule, sans personne, sans l'aide de qui que ce soit. Mon enfant était dans la salle d'opération durant 4 heures du temps. Et moi, j'étais dehors toute seule, je ne savais pas quoi faire. Mais vous êtes toute jeune, à 22 ans, comment vous parvenez à supporter cette charge? Parfois, j'ai tellement mal. Surtout quand il a commencé à marcher. Et quand il voit les autres enfants qui jouent, les enfants de son âge, quand il les approche, tout le monde se met à fuir, à courir, en l'appelant Djunju Kalaba. D'autres l'appellent revenant. Je ne sais pas quoi faire. Quand je vois tout ça, j'ai tellement mal. Tellement j'ai mal. Ok. Très bien. Alors soyez courageuse, soyez courageuse. Avant de vous permettre justement de voir ces images assez effroyables, ces images assez pathétiques, ces images qui s'avéreraient certainement insupportables pour beaucoup, qui ont été captées par nos équipes, nous vous permettons peut-être en guise de recommandation, quel est votre vœu le plus cher aujourd'hui? Madame, qu'est-ce que vous souhaitez? Quel est votre rêve aujourd'hui? Je souhaite qu'on m'aide pour que l'enfant là soit aussi comme d'autres enfants normal. C'est tout mon souhait. Si demain ou après-demain je le vois comme d'autres enfants, je serai très contente. Ok. Et vous, madame, quel est votre vœu le plus cher aujourd'hui? Mon vœu le plus cher, c'est que je suis venue sur vos pieds. Toute personne qui nous regarde et qui nous écoute,
l'heure actuelle, de faire un peu l'effort, s'il vous plaît, de nous aider. J'ai aussi envie de voir Gertrude courir comme tous les enfants, partir aussi à l'école, comme tous les enfants à son âge. Ok. Et vous, Eunice? Mon vœu le plus cher, c'est que toute personne qui m'entend actuellement puisse me venir en aide. Parce que cet enfant, Daniel, je ne sais pas s'il pourrait fréquenter demain. Je suis jeune, désespérée, je n'ai personne à mes côtés pour m'aider. Et mes parents n'ont rien. Moi-même, je n'ai rien. Que tous ceux qui m'entendent puissent secourir Daniel. Parce qu'il n'a actuellement personne. Ok. Bien. Voilà qui est dit, le message est passé. Et évidemment, mesdames, messieurs, vous le savez mieux que quiconque, la philosophie connue, nul n'a le droit d'être heureux tout seul. Nous vous proposons à présent de vivre le quotidien de ces différentes familles qui ont été suivies par nos équipes avec la caméra de Samuel Tchoufa, sous la plume de Fabien Valondongo, qui sont allés justement à la rencontre de ces différentes familles à Douala, à Edea et à Nyanon pour vous permettre de vivre le quotidien de ces différentes familles. Ce sont des images, je l'ai dit, des images douloureuses, ce sont des cas assez pathétiques, ce sont des images choquantes et aux âmes sensibles, abstenez-vous. Je vous donne rendez-vous juste après ce reportage avec des experts de haut volt pour le diagnostic et surtout comprendre si finalement il n'existe pas une malédiction pédiatrique au Cameroun. A tout de suite. Douala. L'équipe de regard social déjà sur le pied de guerre. L'équipe s'intéresse cette fois au calvaire des parents des enfants victimes des maladies rares. Le périple engagé ici nous conduira tour à tour au lieu du village à Douala, au quartier Bana Monastère à Edea dans la Sanaga maritime et à Nyanon, un arrondissement situé à une cinquantaine de kilomètres de la ville Lumière. Première escale, Elf Axelour Douala. Cette fille mère, âgée de 22 ans seulement, a déjà 2 enfants. Le premier âgé de 2 ans 3 mois et le second 6 mois d'âge. Le petit chez Daniel, âgé de 2 ans 3 mois, a des problèmes de santé depuis sa naissance. L'état de santé du petit chez Daniel est préoccupante. Sa mère dit avoir fait le tour de plusieurs formations sanitaires, mais faute de moyens financiers, aucune solution n'a été trouvée. L'enfant, c'est comme vous voyez, il n'a pas la gorge, il n'a pas les palettes de la gorge. Et l'œil gauche ne voit absolument pas. Il est aussi né avec une blessure sur la tête. Un gros blessure. Et le nez aussi a beaucoup de problèmes parce que quand il tombe, ça se met à saigner. Et quand ça saigne, ça développe les odeurs, les très mauvaises odeurs. Et aussi, l'œil qui voit même ne voit pas très bien. Ça voit à peine. Et l'enfant, il a 2 ans, 3 mois déjà, mais il ne parvient pas à parler. Nous sommes allés à l'hôpital Mbingo de Douala, ici, et on nous a renvoyés à l'hôpital Mbingo de Bamenda. Et arrivant là-bas, on a demandé que je reste 6 mois avec lui, puisqu'il est né de tout ça, que je reste 6 mois avant qu'on l'opère. Je suis rentrée ici à Douala et je suis restée à la maison avec cet enfant comme ça, avec la bouche ouverte, comme vous voyez ici. Comme ça pendant 6 mois. Après les 6 mois, je suis rentrée à Bamenda. C'est là où on a pu opérer la bouche de l'extérieur. Mais l'intérieur a toujours trop de problèmes parce qu'actuellement, il ne peut pas parler, il ne peut rien du tout. Et on a demandé beaucoup d'argent à l'hôpital que je n'ai pas pu. La fille mère, âgée de 22 ans et ses 2 enfants, se dispute le lit avec ses parents.
Cette pièce à coucher qui tient lieu de chambre est séparée par des rideaux. Le salon, le foyer et le lit sont regroupés au même endroit. Une véritable précarité. Le père de ces enfants m'a abandonné avec 2 ans comme ça, avec eux, et il est parti en aventure. C'est comme ça, il passe tous les jours en pleurant, même la nuit, c'est la même chose. Il pleure tout le temps. Et il a trop de problèmes de nutrition aussi. Il ne mange pas tout. Le manioc, tout ce qui est solide un peu. Et quand il mange, ça le constipe ou il fait la diarrhée tout le temps. Le papa de ses enfants est invisible depuis plusieurs mois. Il a pris la poudre d'escampette. La mère des enfants est abandonnée à elle-même. La naissance du petit chez Daniel est venue mettre fin aux études de sa mère, alors qu'elle était âgée simplement de 20 ans. Les rayons de soleil frappent sur le sol de Douala. L'équipe de regard social s'ébranle vers Edea dans la Sanaga maritime. Au bout d'environ 1 heure de route, nous sommes au quartier Mbanda Monastère dans la ville lumière. Entre les bâtisses en matériaux provisoires, une dame, visiblement épuisée par la marche, débarque avec un enfant sur le dos. Et c'est une bassine en plastique qui l'accueille. Un geste irrésistible pour sa mère. Il n'y a même personne qui peut le garder à la maison pour que j'aille même le marcher, pour que je la fasse le dos. Entre-temps, je mange à peine. L'enfant pèse beaucoup, vraiment. Quand il fait même les selles pour que je retire, il faut beaucoup de la peine. Je dois tout faire avec cet enfant. Je suis dépassée. Donc, pour que je le baigne même, il faut beaucoup de toute la force. Ce garçon, enfui dans la bassine, est âgé de 10 ans. La maladie qui le ronge depuis 8 ans a débuté au lendemain de son 2e anniversaire. L'enfant est bien né. Durant un temps, il a commencé à voir, après d'avoir fait près de 6 mois, il a commencé à avoir un peu la fatigue entre les membres. À 1 an encore, il a commencé à... Il est revenu. Et après quelques temps plus tard, les membres se sont immobilisés et il n'avait plus la force. Quand je lui ai amené à l'hôpital, on m'a fait comprendre que c'était une maladie qu'on appelait l'ictère. Donc il fallait l'évacuer. Et je n'avais pas les moyens. J'étais obligé de... Je me suis débrouillé n'importe comment, je n'ai pas eu le moyen. Un bienfaiteur, je suis allé avec une église EEC où le pasteur a écrit un mot, il m'a donné et je suis allé voir un collaborateur d'un bienfaiteur. Il m'a pris, il m'a amené avec l'enfant à l'hôpital général de Douala. On a fait l'escarnet. Le bienfaiteur a pris l'escarnet, il est parti. Je me disais que c'était pour aller étudier. Depuis qu'il est parti, il n'est plus jamais revenu avec les documents ni les résultats. Dans la famille, c'est la stupéfaction. C'est vraiment incompréhensible. Le chef de famille a finalement avoué son incompétence à trouver la solution à la maladie de Jonathan. Ça manque de moyens, je ne fais rien. La femme même qui va se débrouiller n'arrive pas à joindre 2 bouts, rien que pour manger. Et l'enfant est là, ça nous dépasse. Nous, on n'a personne pour nous aider. Et mon mari est à la maison depuis plus de 10 ans même. Donc, quand l'enfant fait même l'essai comme ça, là, pourquoi on retire, c'est tout un problème. Donc, l'enfant ne parle même pas. Même s'il veut boire de l'eau, on va seulement calculer pour lui donner de l'eau. On est en train de le supplier. On demande une aide vraiment pour l'amener à l'hôpital pour qu'on le suive, pour qu'on trouve vraiment sa guérison. Il est désormais improductif.
Ce premier fils de la famille, né après 15 ans de mariage, est un véritable fardeau pour le couple qui a fait le tour des hôpitaux sans succès. La maman de Jonathan ne peut rien faire d'autre à part s'occuper de son fils. J'ai fait plus de 15 ans de mariage avant d'accoucher même mon premier fils. Et entre-temps, il n'est même pas l'homme. Voilà. Après quelques années, mon mari a fait l'accident là où je suis dépassée. Je suis dépassée par les problèmes. J'ai le problème de mon fils, le problème de mon mari. Ça me fait mal, vraiment. Je n'ai pas de sourire aux lèvres comme d'autres femmes. La famille se regroupe chaque fois dans le but de trouver des solutions à la maladie de Jonathan. Le temps passe et la situation se complique. Cette famille a besoin de vous. Oh mon Dieu, que je te demande trop. Tu m'as déjà donné ce qu'il y a de beau, mais j'en veux trop. Après EDEA, l'équipe de regard social met le cap dans l'arrondissement de Nyanon. Cette localité située à une cinquantaine de kilomètres de la ville Lumière, en plein cœur de la forêt, nous accueille. Après avoir parcouru des bosquets saupoudrés des champs, nous sommes au domicile. Et pour nourrir ses enfants, la mère attache et vend les bâtons de manioc. C'est d'ailleurs l'activité qu'elle mène au moment de notre arrivée au village de Nyanon. Ici au village, je vis, vous m'avez vu faire les bâtons là maintenant, c'est à base de ça qu'on vit avec. Je pars au marché, je vends les bâtons, je vends le plantain, je rentre, ce n'est qu'à base de ça que nous vivons ici au village. J'ai 8 enfants, 3 sont à l'école, le reste sont partis au champ. Comme vous nous voyez là, c'est celle-ci qui reste souvent à la maison avec moi. Comme moi, je ne peux pas aller au champ travailler. Quand je pars, je fais quelques secondes, je viens à la maison la trouver. Donc les autres sont restés là-bas pour continuer le travail. Papa au champ, on ne savait même pas que vous devez arriver ici. Il est aussi parti se débrouiller là-bas avec les enfants. Ils sont là-bas au champ. Quand je suis au champ, lui il est à la maison. Et moi, quand je viens à la maison, lui il repart au champ. C'est comme ça que nous on s'échange l'enfant. La nutrition de la petite Gertrude est tout un spectacle. Sa mère prend le temps de mâcher avant de lui donner pour avaler. Elle le fait donc depuis la naissance de Gertrude. Les deux sont inséparables. La petite Gertrude est toujours accrochée à sa mère. Impossible de s'occuper à d'autres choses. Encore moins des autres enfants qui n'ont pas pu aller à l'école cette année à cause de la maladie de Gertrude qui semble avoir tout pris. Quand elle joue avec ses amis, le sang coule. Même quand elle est comme ça, là, comme elle est assise là. Un temps serait là maintenant que le sang va commencer à couler. Avec la salive que vous voyez là. De temps en temps, elle doit changer les habits. Quand je suis absente d'ailleurs, donc elle a les mouvements qui ne sont pas bien sur elle. Donc elle s'étouffe. Elle s'étouffe, le sang coule. Donc ses frères ne peuvent pas rester avec elle à la maison. Je suis obligée, de temps en temps, là où je pars, je dois vite rentrer pour m'occuper d'elle. Ces différents cas sociaux découverts par l'équipe de regard social ont besoin d'aide et se confient à vous. Et voilà donc le calvaire des parents des enfants victimes des maladies rares. It's so beautiful,
to feel your love. Aide-moi éternel, just enjoy your love à travers. Ainsi va le quotidien de Jonathan, Gertrude et Daniel, 3 jeunes enfants, 3 Camerounais qui pourraient être absents au rendez-vous de l'émergence tant proclamé par les politiques au Cameroun. Il y a lieu, mesdames et messieurs, de démarrer le train de l'émergence. Que dis-je? D'aller vite, le train de la solidarité, je voulais dire, il y a lieu de démarrer plutôt le TGV de la solidarité pour justement accélérer la prise en charge de ces enfants. Et ça, nous vous savons capables, puisque ensemble, nous avons contribué, continué d'ailleurs, à bâtir notre pierre à cet édifice de la solidarité qui nous est si cher. Car vous le savez mieux que quiconque, et vous le savez mieux que quiconque, je me redis, nul n'a le droit d'être heureux tout seul. Et nous disons merci justement à Flavien Ndongo et Samuel Tchoufa qui ont pris la peine de suivre ces différents cas et surtout avec la contribution précieuse de l'un de nos correspondants à EDEA dans la Sanaga maritime, Rodrigue Ngassi, pour la réalisation de ces différents éléments. Comme quoi, regard social, c'est aussi le terrain. Alors tout de suite, nous allons justement déblayer le terrain avec des experts qui sont en plateau ce soir pour comprendre réellement ce qui ne va pas, pour exactement dresser le diagnostic. Et pour en parler ce soir, nous recevons en plateau des experts assez composites. C'est un panel assez composite, disons-le, pluridisciplinaire, des experts, des médecins pour la plupart, qui vont nous aider à comprendre réellement ce qui s'est passé et comment on en est arrivé là, puisqu'il s'agit aussi d'une question de santé publique. Alors, j'ouvre le bal par vous, docteur Théophile Kamgep. Bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue sur le plateau de Regard Social. Merci de m'avoir invité. Alors, vous êtes chirurgien pédiatre. Effectivement. Voilà, vous exercez à Douala, dans la capitale économique du Cameroun. Alors, un mot, quelle est votre réaction C'est toujours pathétique d'avoir des images pareilles. Et des images qui traduisent d'une part les limites de la technologie médicale peut-être chez nous, et d'autre part peut-être le manque d'informations aussi, et même les insuffisances de toutes parts. Et je crois qu'au cours des débats, nous allons suffisamment discuter parce que ici, tout le monde est coupable. Très bien. Alors, vous l'avez dit, vous avez commencé à crever l'accès là, docteur Théophile Kamgep, je le rappelle à toutes fins utiles, qui est chirurgien pédiatre et qui nous fait l'honneur d'être sur le plateau ce soir. Docteur Félicité Kamdem, bonsoir. Bonsoir. Et merci de nous faire l'honneur d'être là. Vous êtes cardiologue, adulte et pédiatrique. C'est vrai, ce soir, il n'y a pas de cas à proprement parler qui vous interpelle au premier chef, mais ce sont des cas de santé publique. Tout à fait. De santé publique. Comment vous réagissez à ces différents cas? J'avoue que c'est vraiment dramatique, et aussi bien dans toutes les autres pathologies cardiaques, comme pathologies chez l'enfant, c'est que les maladies de l'enfant sont souvent soit négligées, soit les parents ne sont pas informés, soit on invoque le mauvais sort, ainsi de suite. Donc la prise en charge n'est pas souvent évidente, surtout que c'est une tranche de la société où les revenus ne sont pas généralement très élevés. Très bien. Alors, docteur Paul Ndembe, bonsoir. Bonsoir, monsieur Kwamo. Et bienvenue sur le plateau de Regard Social. Merci. Vous êtes pédiatre, l'un des plus anciens de la capitale économique du Cameroun. Merci, je prends un peu de l'âge, c'est voilà. normal. Tout à fait, alors merci de nous faire l'honneur d'être là, docteur. Évidemment, comment vous réagissez à ces différents cas? C'est des cas que vous voyez, puisque vous comptez quand même pour moi, d'emblée, de nombreuses années d'exercice. Je pense que ce n'est pas le quotidien, parce que ce ne sont pas toujours... on ne peut pas dire que c'est toujours l'extrême que nous vivons. Mais je pense que ce soir encore, nous vivons, je peux appeler ça le procès de la pauvreté et de la misère et de l'inorganisation en général des soins. Vous savez, les soins, surtout lorsqu'on parle des enfants, commencent déjà avant la conception. Ça, c'est pour les auditeurs, pour être aussi simple, avant de concevoir,
pendant la grossesse, il y a des soins qui doivent être suivis. Et juste après, et lorsqu'il y a même des problèmes, il faudrait que les structures qui prennent en charge les soins des enfants et même des adultes puissent être hiérarchisées. Parce qu'on se rend compte que les gens vont un peu partout, n'importe comment, en fonction de leurs finances. Et c'est quand même malheureux. Donc, une désorganisation sur le plan médical, malgré les insuffisances qu'on peut noter, mais vraiment une pauvreté généralisée. Très bien. Alors, Carole Kamoué, bonsoir, madame, et bienvenue sur le plateau de Regard Social. Vous êtes psychologue clinicienne, et avec vous, vous êtes dame, vous êtes maman aussi, mais le rôle des mères, ça on le voit dans ces différents cas de maladies rares, c'est toujours les mamans qui portent la croix. Du point de vue de la psychologie, quelle analyse vous en faites? Ce n'est pas très psychologique, c'est un peu social. Parce que généralement, je reçois beaucoup d'enfants qui ont des maladies rares sur l'aspect psychologique, pas forcément physique. Il y a des maladies rares physiques qui atteignent le psychologique et qui viennent me trouver. Donc, très souvent, c'est les mères, c'est vrai. Mais généralement, c'est que le père dit qu'il n'y a pas ça dans sa famille et c'est elle qui sait où elle est allée chercher ça. Donc, parfois, ça peut être qu'il n'arrive pas lui-même à gérer la souffrance de l'enfant et c'est plus facile de dire que ça ne le concerne pas pour ne pas ressentir quoi que ce soit. Donc, soit c'est de l'irresponsabilité, soit c'est une manière inadaptée d'essayer de gérer le problème. Ok, très bien. Alors, nous en parlerons tout au long de cette édition. Mais docteur Paul Dembe, puisque vous êtes pédiatre, je vous donne la parole en privilégiant l'approche par diagnostic qui vous est chère, puisque je suis entouré de médecins ce soir. Alors, comment en arrive-t-on là? Quel est le diagnostic que vous pouvez en faire sur ces différents cas? Cette langue qui pend, cet enfant qui est sourd, qui est aveugle et qui n'a pas retrouvé la parole malgré la croissance qui avance, et puis cet autre cas qui est aujourd'hui condamné à être un véritable fardeau pour sa famille. Quel est le diagnostic que vous en faites? Disons, il est difficile à dire, puisque nous n'avons pas les dossiers médicaux de ces enfants devant nous, mais à écouter les différents témoignages des parents, et les voyants même d'ailleurs ici en studio, nous pouvons effectivement esquisser un certain nombre d'hypothèses diagnostiques. Si je commence par le cas qui me paraît, je peux dire ça favorable, parce que je le dis même d'ailleurs, les spécialistes qui sont sur le panel, le Dr Kamgep nous dira peut-être plus, et même d'autres, il est difficile à voir ces enfants. Le plus favorable, je dis bien, sur le plan pronostic, est celui dont la langue semble pendre. Et elle-même, elle a le diagnostic, elle dit qu'il s'agit d'une grenouillette. Une grenouillette, c'est en fait une tumeur bénigne. Il y a une différence entre tumeur bénigne et tumeur maligne. Les tumeurs malignes parlent de cancer. Ici, c'est une tumeur bénigne, donc ce n'est pas un cancer. Et qui affecte effectivement les glandes salivaires secondaires. Vous savez, on a plus d'1 litre de salive que nous sécrétons chaque jour. Nous l'avalons sans nous en rendre compte. Et ici, dans cette glande salivaire secondaire, peut se développer dans un kyste, ici qu'on appelle un kyste mucoïde, qui, effectivement, que cet enfant présente. Et c'est ce kyste-là, donc cette néoformation, qui, en grossissant, pousse donc la langue vers l'extérieur et l'empêche effectivement d'être à sa place normale. Il ne s'agit pas d'une grosse langue, en fait. Il ne s'agit pas d'une langue plus longue que d'habitude, mais tout simplement, c'est qu'elle est poussée par le bas et par l'arrière, et c'est pour cela qu'on a cette protrusion. C'est un cas typique. C'est vrai que les ORL qui doivent prendre à charge ce type d'enfant, je ne sais pas si l'un d'eux est intervenu dans ce cas. C'est une pathologie qui est opérable et qui est guérissable également. C'est vrai qu'il y a parfois des rechutes. D'ailleurs, il y a eu une intervention, il y a eu des rechutes.
Mais je pense que quelque chose peut être fait là-dessus. Il s'agit tout simplement d'avoir une question de moyens. L'autre cas qui concerne ce grand enfant qu'on a vu dans la bassine, de 10 ans, c'est difficile à dire. C'est difficile à dire, mais je retiens, les parents ont parlé à un moment donné de l'ictère. L'ictère, c'est-à-dire la jaunisse. Pour moi, en tant que pédiatre, je ne pense pas tellement que ce diagnostic soit celui-là, parce que nous savons que la jaunisse, c'est vrai, chez les nouveau-nés peut créer un dommage au niveau du cerveau, mais à 2 ans, c'est quand même un peu difficile. Cependant, la maman parlait tout à l'heure de la fontanelle, et j'ai retenu, elle disait qu'il y avait un problème aussi de fontanelle. On a dit qu'il y avait une fontanelle. Je tiens à dire aux téléspectateurs que le problème de la fontanelle est un problème qui hante tous les Camerounais, et on trouve que tous les enfants ont une maladie qu'on appelle la fontanelle. Je voudrais dire ici solennellement, avec le concours de toute la société scientifique mondiale, que la fontanelle n'est pas du tout une maladie. La fontanelle est un trou, tout simplement, un espace que Dieu a permis pour que le cerveau qui est dans la boîte crânienne puisse se développer, et lorsque ce cerveau atteint sa taille normale, et ces ouvertures se ferment tout simplement. C'est ça la fontanelle. La fontanelle, ce n'est pas une maladie. Donc, dans ce cas-là, peut-être cet enfant a développé une augmentation de sa fontanelle, donc, à un âge un peu avancé, qui pourrait traduire une méningite. Une méningite, c'est une infection grave du cerveau. Et les complications d'une méningite peuvent bien être comme l'une de ce que nous voyons. Ça peut être la surdité, ça peut être un enfant qui ne voit pas, un enfant qui fait même des AVC et un enfant qui est aussi gravataire. Pour aller vite, le troisième cas, cet enfant est un cas typique de polymalformation. Le docteur Kamdem disait tout à l'heure qu'il n'y a peut-être pas un cas de cardiologie ici, mais il n'est pas exclu puisqu'on vous a dit que cet enfant a une fente au niveau de la lèvre, une fente au niveau de l'intérieur de la bouche qu'on appelle le palais, dont on va parler de fente labio-palatine pour être un peu compliqué. Et en dehors de ça, il a une autre complication au niveau de l'œil, il ne voit pas, il n'entend pas, et peut-être même qu'il a une complication au niveau du cœur. Donc on a affaire à un syndrome de beaucoup de malformations, syndrome polymalformatif, qui est fixé et qui probablement est parti, comme la mère vous le dit, dès la naissance. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de suivi en grossesse, il n'y a pas eu de médicaments, parce que pour passer le témoin peut-être au docteur Kamgep, la vitamine qu'on appelle l'acide folique, ne serait-ce que lorsqu'on la prend en grossesse, va prévenir les fentes labiales. Donc ici, il s'agit d'un problème de polymalformation qui fait en sorte que ce sont des polymalformations fixées qui, à mon avis, peuvent être très difficiles, pour ne pas dire ne sont pas facilement remédiables. Très bien. Alors, docteur Théophile Kamgep, le diagnostic du chirurgien pédiatre que vous êtes. Disons que nous sommes ici devant 3 cas, en réalité, qui traduisent ce que nous avons communément en pédiatrie. Nous avons des diagnostics des maladies qui prennent leur cause depuis la grossesse. Et c'est le cas de cet enfant qui a cette polymalformation. Et en général, elles ne viennent pas seules. Et donc, il faut chercher la cause depuis la grossesse. Le grand frère du docteur Ndembe l'a très bien expliqué. Il faut chercher la cause au début, déjà à la grossesse. Est-ce que le suivi prénatal, le suivi de la grossesse a été fait dans les normes? Ensuite, comme nous voyons, même au niveau des globes oculaires, on a un œil qui voit à peine et l'autre œil qui ne s'est même pas développé. Donc là, je suis sûr, il n'y a même pas de globe oculaire. Donc c'est des cas assez compliqués de malformation. Et dans ces cas, c'est vraiment grave. Et nous ne pouvons pas dire aussi que ce sont des malformations héréditaires. Le second cas est une malformation carrément en période périnatale, proche, donc après la grossesse, mais dans un temps assez court. Le second cas, c'est-à-dire? Le second cas, il s'agit de la tumeur de la langue, et qui en fait, comme il a dit, c'est une tumeur vileuse, mucoïde du palais de la langue, communément appelée la grenouillette, comme elle a dit. C'est une pathologie qui est diagnostiquée après la grossesse par un petit kyste en bas de la langue et qui après grossit
et qui est très souvent qui est bien prise en charge par des ORL. Ça, il faut le dire. Et des ORL, déjà, la technologie a évolué et puis c'est bien pris en charge. Mais il faut dire, c'est pas facile. C'est bien pris en charge, mais c'est pas facile parce qu'on a des récidives. Il y a des cas qui ont été opérés et qui ont récidivé encore. Et moi, je ne suis pas ORL, mais ce que je peux dire, c'est qu'il y en a qui essayent quand même et qui ont des résultats assez satisfaisants. Très bien. Et le troisième cas, c'est celui du petit enfant qui, je pense, il s'agit là d'une infirmité motrice d'origine cérébrale. Et dans des cas, c'est assez grave, et même là c'est déjà grave parce que l'enfant est déjà âgé. Et ça peut prendre sa cause à la naissance. Mais nous n'avons pas suivi, nous n'avons pas le tableau typique de l'enfant. Ce que la mère nous dit, c'est que c'est au cours des 2 ans. Et ça aussi, classiquement, c'est vu. Et nous trouvons les causes à ce moment au cours des pathologies infectieuses. Et moi, je pense que cet enfant aurait probablement une méningite, parce que quand elle parle de la fontanelle qui était bombée, ça fait partie d'un des signes de la méningite. Donc, probablement, c'était une méningite qui a été soignée dans des conditions assez limitées, et où malheureusement, l'enfant, on est content que l'enfant ait survécu. Malheureusement, l'enfant a suivi, mais l'enfant a des séquelles qui sont assez grave, parce que là, je ne sais même pas si de façon, en appareillant l'enfant, on peut récupérer la position debout. Bref, quand même, les centres orthopédiques peuvent essayer quelque chose pour lui donner au moins une position assise, au moins pour qu'il puisse vaquer à quelques mouvements du quotidien. En fait, c'est ce que je peux dire de façon sommaire, et peut-être au bout voilà, on en saura davantage. Alors, docteur Félicité Kamdem, le docteur Paul Ndembe l'a dit, c'est une question aussi de polymalformation. Alors, quel est votre diagnostic du point de vue de la cardiologie pédiatrique dont vous en êtes l'un des experts ou des spécialistes au Cameroun? D'accord, donc si on vient dans le cadre de polymalformation, qui est le cas de l'enfant avec la fente labio-palatine, cette cécité et tout, donc la maman n'a pas pu nous dire s'il a été également ausculté par un médecin ou si on a trouvé quelque chose, mais dans le cas de polymalformation, on a également ce qu'on appelle les cardiopathies congénitales, c'est-à-dire ce sont des maladies cardiaques présentes à la naissance. L'enfant naît avec sa malformation et parfois ces cardiopathies sont soit dans des anomalies isolées ou dans des syndromes polymalformatifs. Et il faut savoir que toutes les statistiques mondiales, 10 pour 1000 naissances vivantes sont porteuses d'une cardiopathie congénitale. C'est-à-dire si vous vous asseyez dans une maternité et à 1000 naissances, 10 enfants auront des malformations cardiaques. Et ces malformations ne sont pas toujours diagnostiquées. Alors, le diagnostic peut être fait lorsqu'il faut une prise en charge pluridisciplinaire à la naissance de l'enfant. Oui, mais le diagnostic, si l'enfant est reçu par un pédiatre, le pédiatre examine l'enfant, le pédiatre ausculte l'enfant et le pédiatre peut avoir des signes qui font penser à une malformation cardiaque, notamment un souffle ou un enfant qui est cyanosé, c'est-à-dire bleu à la naissance, c'est-à-dire un enfant qui vient de naître est rose, mais il est bleu à la naissance, ou il peut avoir des difficultés à respirer et ça fait penser à une anomalie cardiaque. Et là, on peut confirmer le diagnostic par une échographie cardiaque. Parce que l'échographie cardiaque aujourd'hui, le gold standard dans le diagnostic des malformations cardiaques. Et lorsque le diagnostic est fait, il faut bien une prise en charge et c'est à ce niveau que se trouve le grand problème. Très bien. En tant que cardiopédiatre, je reçois beaucoup d'enfants qui me sont adressés par les pédiatres parce qu'ils suspectent une cardiopathie congénitale. Le diagnostic est fait, mais par la suite, qu'est-ce qu'on fait pour la suite? Il faut une prise en charge parce que la plupart de ces cardiopathies congénitales, le traitement est chirurgical. Le traitement est chirurgical. Il faut des centres de chirurgie cardiaque. Au Cameroun, le seul centre de chirurgie cardiaque disponible, c'est dans la région anglophone à Chisson. Chirurgie cardiaque pédiatrique, parce que nous, à l'hôpital général, depuis 2012, nous faisons de la chirurgie cardiaque, mais la chirurgie cardiaque adulte. Donc, le seul centre de chirurgie cardiaque pédiatrique, c'est à Chisson. Ce sont les sœurs religieuses qui sont installées avec des Italiens. Le prix reste vraiment des prix
abordables, des religieux, je dirais humanitaires, parce qu'on nous paie une chirurgie cardiaque pédiatrique 3 millions, 3 millions et demi, mais ça reste, ce n'est pas à la portée de tous les Camerounais, ça reste un problème. Pas encore moins pour ces mamans qui vivent au quotidien sur la vente qui tire l'essentiel de leurs revenus, simplement sur la vente Comme nous avons constaté. Voilà, tel que vous l'avez constaté dans le reportage. Mais finalement, nous sommes mal partis là, docteur. Nous sommes mal partis. C'est vrai que l'idéal serait qu'il y ait des subventions de nos gouvernements dans la prise en charge de ce type d'anomalies et notamment des cardiopathies congénitales dont je connais et que je comprends mieux. Nous avons la chance qu'il existe encore des ONG européennes qui aident à prendre en charge certains enfants, mais ne peuvent pas prendre en charge tous les enfants camerounais. On a des ONG telles que Mécénat Chirurgie Cardiaque, dont je suis la référente. On a la chaîne de l'espoir qui aide à prendre chaque année peut-être 5 à 6 enfants présentant des malformations cardiaques, mais ça reste une seule goutte d'eau dans l'océan. Très bien. Donc, et lorsqu'on se rend compte qu'au Cameroun, il y a des ministres qui sont âgés de 72 ans, 75 ans, qui vont se soigner en Europe à des prix exorbitants et qui sont membres du gouvernement depuis 30 ans, qui ne font rien, finalement, ils sont coupables aussi. Ils sont coupables. Vous refusez de vous exprimer. C'est le gouvernement, c'est le pays. Parce qu'on a une structure qui s'appelle le ministère des Affaires sociales. C'est le gouvernement. Donc le gouvernement, quand il organise son budget, il sait qu'il a le ministère des Affaires sociales. Et d'une manière générale, les subventions pour les soins, que ce soit les enfants de la rue, que ce soit des personnes malades qui n'arrivent pas à s'occuper d'eux, en principe, c'est le ministère des Affaires sociales. Bon, nous sommes en bas. On ne sait pas quel est le budget qu'on leur alloue. On ne connaît pas les priorités de l'État. Donc, c'est eux qui savent quelles sont les priorités dans leur politique. On ne peut que leur dire, oh, regardez par ici, il y a ça, il y a ça. C'est important, c'est tout aussi important que... Oui, docteur. Ben, ce qui est gênant, c'est que lorsque nous revenons sur les cas que nous avons eus, presque tous ont fréquenté des formations sanitaires solides de l'État camerounais. Exact. Et ils sont repartis insatisfaits. Et ça, c'est choquant. C'est pour ça que j'ai dit, tout le monde est coupable. Et là, voilà un coupable. Ne nous voilons pas les yeux. Dans ces systèmes sanitaires, nous avons un ministère des Affaires sociales dans chaque hôpital, dans chaque grand hôpital, et qui est supposé intervenir dans ces cas. Et ils ont fréquenté donc la digitale. Et que dit même de la compétence? Mais il y a de la compétence dans ces hôpitaux. Il y a le plateau technique dans ces hôpitaux. Comment expliquer donc les cas d'échec? C'est le cas de Gertrude, par exemple, qui n'a pas connu un succès. Et puis tous nous disent, après on nous envoie chez les missionnaires à Bingo, on nous envoie chez des missionnaires ici. C'est pitoyable. C'est un peu pitoyable parce que lorsque l'État a un rôle, l'État doit assumer son rôle. L'État, en ouvrant des hôpitaux, doit aussi associer dans ces hôpitaux des services sociaux assez forts. Très bien. Docteur Ndembe, pourtant, en fait, l'État dont vous parlez, c'est vous, c'est moi, c'est tout le monde, mais c'est davantage ceux qui nous dirigent, qui fréquentent des formations hospitalières assez outillées, sous d'autres cieux, mais qui, malheureusement, on n'a pas le sentiment qu'il y a un effort qui est fait. Depuis des années que nous menons cette émission, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on est en train de construire finalement la tombe des Camerounais, des enfants tels que nous vivons là? Je suis tout à fait d'accord avec le reste des panélistes. Et je voudrais dire que on peut faire le procès du matin au soir de l'État camerounais. C'est vrai que si nous ne commençons pas par... à mon avis, les choses élémentaires, nous n'arriverons pas. C'est vrai qu'il y a un problème d'argent, mais je pense qu'il y a un problème de désordre sur le plan des soins. Parce qu'en dehors de la compétence, on ne peut pas, dans un pays où il n'y a pas suffisamment de médecins, je tiens à vous dire par exemple qu'au pays, dans notre pays, nous avons à peu près 110 pédiatres, je le dis parce que je suis secrétaire général de la Société camerounaise de pédiatrie, donc on est 110 dans ce pays.
c'est assez pauvre. Il y a des régions où il n'y a pas de pédiatre. Ça veut dire que nous travaillons avec des personnels, des infirmiers, des médecins généralistes et d'autres corps de métier pour nous aider. Il est important d'organiser les soins et de permettre à ce qu'il y ait des circuits de malades dans ce pays. Si le ministre qui peut bien nous écouter et d'autres responsables peuvent organiser les circuits de soins et les imposer aux personnes, ce serait mieux. Parce qu'il y a une notion de référence. Tout le monde ne peut pas tout faire. Et on ne peut pas aller n'importe où. On a l'impression qu'on se lève, une femme, elle a un travail, elle va dans un centre de santé et elle aurait une nécessité. Le travail est long. On n'a pas fait le partogramme, les gynécologues vont bien me comprendre. Et il fallait qu'on la transfère pour césariser, donc mourir dans cet endroit-là, dans ce centre de santé. Il faudrait savoir qu'à tel centre de santé, voilà le poste référent. Après celui-ci, c'est telle référence. C'est vrai que vous allez me dire que les hôpitaux généraux de l'hôpital sont un peu en difficulté, mais sans un système de référence et de compétences, on ne peut pas s'en sortir. Le malade ne peut pas aller n'importe où. Donc c'est aussi ça la difficulté qu'on peut avoir. Voilà, d'où l'urgence peut-être de revoir la carte sanitaire du Cameroun, d'améliorer peut-être le plateau technique, de renforcer la formation qualitative dans les écoles qui pullulent du jour au lendemain et qui a d'ailleurs suscité la sortie robuste de l'ordre des médecins du Cameroun il y a quelques années. Mais je vous donne la parole, Carole Kamwe, sur un aspect bien précis. On a vu toutes ces mamans sur ce plateau couler des larmes. Et c'est le cas dans bien de familles. C'est les larmes du deuil de la pédiatrie au Cameroun, du deuil de la souffrance. C'est sûr que c'est la souffrance, de toutes les façons. C'est le deuil de l'enfant qu'on avait imaginé. Vous savez qu'avant que l'enfant soit né, il a même déjà grandi dans nos têtes jusqu'à avoir 3-4 ans. Parfois, il s'est même déjà marié, alors qu'il n'est même pas encore né. Donc, on a un rêve quand on est sur le chemin de l'enfantement. On rêve quand on achète les vêtements, on rêve quand on voit un enfant qui court. Mon fils sera comme, ma fille sera comme. Et puis l'enfant naît, il n'est pas comme on l'avait pensé. Donc il y a comme une cassure. Et puis c'est difficile, parce que le rêve est mort. Donc il faut d'abord faire le deuil. Mais au-delà, même quand on a déjà pu faire le deuil dans sa tête et accepter que l'enfant est comme ça, les difficultés de la vie quotidienne telles qu'elles l'ont décrit, ça ne permet pas qu'on soit à l'aise. C'est vraiment très difficile. Parce qu'il y a des gens, on rêve, dans notre société, on rêve beaucoup aussi de la descendance. Donc, dans mon cas, dans mon métier, j'ai beaucoup d'enfants qui ont des troubles mentaux, des troubles neurodéveloppementaux, des troubles d'apprentissage, ce genre de choses. Et la question, c'est souvent, est-ce qu'il pourra grandir? Est-ce qu'il pourra se marier? Est-ce qu'il pourra avoir d'enfants? Est-ce qu'il pourra avoir un métier? Ce genre de choses. C'est la préoccupation des parents. Donc, ça fait toujours partie du rêve. Donc, quand on pleure pour beaucoup de choses. Et en même temps, le regard des voisins au quartier. Je connais des parents qui sont taxés de sorciers parce que leur enfant a un trouble neurodéveloppemental. Bon, la dame, c'est une sorcière. Donc, c'est clair au quartier que c'est une sorcière. C'est elle qui a rendu son enfant comme ça. Donc, vous avez déjà la charge de votre problème à gérer qui vous épuise physiquement parce qu'il faut beaucoup travailler, émotionnellement parce qu'il faut pouvoir surmonter les difficultés. Et puis maintenant, au quartier, c'est vous le sorcier, c'est vous le méchant. Dans la famille, c'est pareil. Elle sait où elle a mis sa main. C'est elle qui sait ce que son enfant a fait. C'est elle qui sait. Et encore, parfois dans la maison, le mari, très souvent. On a vu un cas où le mari et la dame étaient très soudés, ils se relayaient dans la prise en charge. Oui. Bon, de plus en plus, je vois ce genre de cas qui arrive. Donc très souvent, il y a aussi, c'est le papa qui ne s'en occupe pas du tout. Il est symboliquement absent. Donc son corps est là, mais il n'est pas là. Mais en fait,
ce sont des enfants innocents qui n'ont pas choisi de naître dans des familles pauvres. Qu'ont-ils fait pour mériter ce traitement? À cette question, la science ne peut pas répondre. Ça, c'est des questions vraiment d'ordre spirituel. Pour répondre à ça, il faut rentrer dans le spirituel et puis maintenant, chacun dans son obédience va essayer de comprendre pourquoi. Mais moi, je vois que ce soit les médecins, que ce soit les psychologues, les professionnels de santé en tout cas, les parents ou les membres de famille des enfants qui souffrent de quelques pathologies chroniques que ce soit, ils ont besoin d'être accompagnés. Parce qu'il faut souvent entendre, il y a un pédiatre qui a dit à un enfant que j'avais reçu, ça c'est la maman qui disait, il lui a dit, elle demandait qu'est-ce que je peux faire pour l'enfant. Et il lui a répondu, mais madame, vous ne pouvez rien faire, ne dépensez même pas sur lui, vous allez dépenser pour rien, son cerveau est grillé. Quand vous dites ça à un parent, vous êtes professionnel de santé, il est devant vous, il dépend de vous quelque part psychologiquement parce qu'il se dit que vous savez. Mais vous êtes en train de le tuer. Vous voulez qu'il fasse comment? Et en plus, ce n'était pas vrai ce qu'il disait parce que cet enfant, en rééducation, a commencé à retrouver l'usage de ses membres progressivement. Donc, il y a des praticiens comme les kinésithérapeutes, les psychomotriciens qui sont utiles pour des pathologies comme pour Jonathan. Il y a pour Daniel, par exemple, il peut apprendre. C'est vrai qu'il y a des écoles pour des personnes qui ne voient pas. C'est vrai que cet œil a une vue un peu amoindrie. Peut-être qu'après consultation, on va voir qu'on peut améliorer la qualité de la vision. Mais le personnel soignant, je ne sais pas comment ça se fait dans la formation, mais il n'y a pas une vision générale de l'avenir de l'enfant. Même pour, c'est ça qu'il disait, les références pour référer. Parce que quand on n'est pas informé, c'est difficile de référer. Très bien. L'infirmière lui a dit, rentre chez toi. Très bien. Alors, on le voit, évidemment, les responsabilités sont partagées. Les parents ont une part de responsabilité, même si l'urgence, justement, c'est déjà de leur permettre d'avoir accès à des spécialistes pour un diagnostic approprié, puisque tel qu'on les écoute, dans les différents témoignages, on n'a pas le sentiment qu'ils ont eu droit à un diagnostic approprié, donc c'est déjà l'urgence. Mais déjà sur l'aspect des responsabilités, il se dégage une quasi-unanimité sur ce plateau. Les parents qui pêchent peut-être par le non-respect du calendrier médical ou des rendez-vous médicaux, le corps médical qui parfois pêche aussi par cette absence de solidarité de corps. Et puis, évidemment, les pouvoirs publics qui peinent véritablement à mettre en place une politique sanitaire assez appropriée. Mais, docteur Kamdem, je vous donne la parole. Un enfant, c'est le résultat, justement, d'une prise en charge pluridisciplinaire. Quelle appréciation faites-vous du fonctionnement du cadre pédiatrique, à la fois dans le secteur privé et dans le secteur public au Cameroun? Est-ce que nous avons le minimum tel que prescrit par l'Organisation mondiale de la santé? Je vais faire le tour. La question une bonne question. Le minimum tel que prescrit par l'Organisation mondiale de la santé. Je pense que dans le système sanitaire du Cameroun, on a les hôpitaux. En fait, on a la prise en charge dans les hôpitaux varie selon les échelons jusqu'à aboutir aux hôpitaux généraux qui sont les hôpitaux de référence. Et je pense que dans les hôpitaux généraux, notamment je parle de l'hôpital où je suis et que j'exerce, je pense que le plateau technique est assez bien outillé. Le véritable problème, c'est qu'il faut que les différents, en fait, que le diagnostic soit fait déjà et que ces personnes ou ces enfants soient référés à la bonne personne. Vous avez vu ces différents enfants, la majorité, ils font du shopping médical, ils vont à gauche, ils vont à droite, et peut-être c'est à la dernière minute qu'ils tombent sur la bonne personne quand ils n'ont plus de revenus. Dans l'idéal, je pense que l'accent devrait être accordé sur quand est-ce qu'il faut référer. C'est ça le véritable problème, quand est-ce qu'il faut référer. Et lorsque c'est une
pathologie pour laquelle peut-être dans un hôpital de district ou dans un hôpital d'arrondissement, on n'a pas de solution, on peut référer vers un niveau supérieur. Et je pense qu'au Cameroun, le problème se trouve exactement à ce niveau, parce qu'on refait ou on ne refait même pas, où les personnes se retrouvent de façon hasardeuse devant la bonne personne, vraiment de façon hasardeuse. Parce que comment vous expliquez que parfois des cardiopathies congénitales, ou le cas de Daniel, qui est un syndrome polymalformatif, lui, le diagnostic a été fait dès la naissance, la maman a constaté, mais le diagnostic des cardiopathies congénitales, si le pédiatre ne dit pas « Ah, je suspecte quelque chose, je pense à quelque chose » et envoie vers le cardiopédiatre, ils n'arriveront pas. Et la plupart du temps, on les reçoit à la grande enfance, c'est-à-dire à l'adolescence, 15-16 ans, mais de la naissance jusqu'à 15 ans. Est-ce qu'ils ont un jour de leur vie rencontré un pédiatre? C'est toujours la question. Toujours la question. Alors, je suis encore sur les nuages, hein, parce que j'ai visité il y a 2 jours le centre hospitalier de Perpignan, le centre hospitalier universitaire de Montpellier. Et puis vous êtes un vieux produit de l'hôpital de Nancy. Ça, il faut le dire. Mais est-ce que nous avons le minimum au Cameroun? Disons que le Cameroun est différent de la France. En France, il y a ce qu'on appelle l'obligation de résultat. Non, pas une comparaison, mais avons-nous au moins le minimum pour éviter ce que nous vivons, cette catastrophe humanitaire. Pour sauver un seul enfant, on peut mettre l'État en faillite. Ça, c'est important. On met la personne humaine au-dessus. Bon, maintenant, chez nous, je reprendrai sur 2 volets. Sur le plan institutionnel et sur le plan du personnel. Le tableau de l'organisation de la santé au Cameroun est parfaitement fait. Maintenant, est-ce que sur le plan de la pratique, c'est exactement ce qu'il y a? Vraiment, on ne vaut que parce que valent ceux qui doivent exercer. C'est-à-dire? Ça veut dire quoi? Nous avons bien des hôpitaux de référence. C'est pour cette raison qu'au Cameroun, aujourd'hui, la santé n'appartient plus qu'à l'État. C'est pour cette raison qu'au Cameroun, aujourd'hui, le secteur privé se développe de la même façon. Malheureusement, il faut avoir des moyens pour avoir accès à ces soins. Il y a des cliniques qui sont fortement outillées aujourd'hui à Douala. C'est pour cette raison que le secteur... Mais qui sont réservés à une classe sociale. Voilà. C'est pour cette raison que le secteur confessionnel, qui aide l'État camerounais, devient une arme. Pratiquement, vous avez suivi là, et tous étaient à Bingo, ils étaient à Aïcha. Ce secteur, et elle a parlé de Chisson, qui a le seul centre de cardiopédiatrie, qui est en collaboration avec l'hôpital de Milan. J'étais à Milan il n'y a pas 2 mois dans cet hôpital. Donc, pour dire que c'est ignoble que dans notre pays aujourd'hui, il y a des praticiens assez solides au Cameroun. Ça, c'est incontournable. Maintenant, il faut aller les chercher, avoir accès à eux. Et c'est là où je reviens à la deuxième partie de votre question. Est-ce qu'il y a une bonne collaboration entre secteur privé, secteur public ou bien médecins? Et je crois que parfois au Cameroun, les évacuations se font encore dans le respect soit d'une institution, c'est-à-dire je suis dans cet hôpital, je dois évacuer dans l'hôpital, même si dans l'hôpital il n'y a pas le plus compétent, mais il y a quelqu'un qui peut essayer. Ou bien je vais évacuer chez celui qui est mon ami, alors que peut-être il n'est pas assez compétent que celui qui a vraiment la main. Mais vous êtes membre de l'ordre des médecins du Cameroun. Non, pourquoi vous ne frappez pas? Pourquoi vous C'est pas le rôle de l'ordre national des médecins. Pourquoi vous ne toilettez pas? C'est pas le rôle de l'ordre national des médecins. Nous sommes ici pour dire des choses qui sont parfois vraies. Donc, et interpeller les uns et les autres devant des cas. C'est-à-dire que vous avez un cas pareil, envoyez un ORL assez compétent. Peut-être vous allez envoyer chez le premier ORL qui verra et qui dira, ben écoutez, moi je ne suis pas fort sur la langue, je suis fort sur l'oreille, donc j'enverrai chez celui qui fait bien la langue. Et puis, dans cette collaboration, là, ça trouvera une solution. Mais on n'a pas cette facilité de passer la main où il faut dans les bonnes conditions. Pourquoi? Vraiment, là, je ne sais pas. Les médecins sont-ils devenus des commerçants? Oh, je ne dirais pas de commerçants, non, parce que au moins, disons-nous une vérité, c'est l'un des corps qui est encore le plus mal payé dans ce pays. Ça, disons-le, mais c'est aussi l'un des corps qui fait le maximum, qui fait beaucoup d'efforts dans ce pays. Ça, c'est incontestable. Donc, il faut justement
augmenter le salaire. Et il faut aussi encourager des médecins pour éviter le drame que nous vivons. Et puis il faut aussi encourager des médecins vers des spécialités rares. Mais vous n'en parlez pas beaucoup. Hein. Les autres sont descendus dans la rue, ils ont reçu. Mais les médecins, tout le monde est dans son coin, on ne parle pas. Et puis, vous savez, et puis la population en souffre. Vous savez, ceux qui descendent dans la rue savent où ils trouveront des solutions. Et peut-être les médecins, ils descendront et en tout cas, ils n'auront pas de solutions. Ce n'est pas une recommandation, voilà. C'est un constat, ce n'est pas mon rôle de formuler ce type de recommandation. Mais docteur Ndembe, vous êtes un pédiatre chevronné, l'un des plus expérimentés de la ville de Douala. Est-ce que nous avons le minimum pour éviter ces différents cas? Lorsque vous observez le fonctionnement dans les services de pédiatrie, à la fois dans le secteur privé et dans le secteur public au Cameroun, est-ce que nous avons le minimum tel que prescrit par l'Organisation mondiale de la santé? Si vous parlez de l'OMS, oui, on a le minimum. Et je le disais tout à l'heure, c'est un problème d'organisation en fait de soins, de référence et de réseau de soins. Le circuit du malade, ça c'est important. Mais je vais vous surprendre un peu en disant que peut-être vous avez des spécialistes de haut vol sur votre plateau, comme vous l'avez dit ce soir, mais nous n'avons pas dans le pays assez de spécialistes et on a trop d'hôpitaux. Je vais vous m'expliquer. Spécialiste, moi je suis pédiatre généraliste. En face de moi, il y a, on peut dire, quelqu'un qui s'occupe du cœur des enfants. Il y a des gens qui s'occupent du poumon des enfants. Il y a d'autres qui s'occupent du rein de l'enfant et qui ne font que ça. Ça veut dire qu'il y a... La spécialisation est poussée et nous n'avons déjà pas assez de spécialistes poussés dans notre pays. Ça, il faut déjà l'accepter. Deuxièmement, je me dis qu'il y a trop d'hôpitaux. Pourquoi je le dis? Trop d'hôpitaux parce que je m'excuse, hein, mais la politique voudrait que chaque personne dans son arrondissement, son département, demande un hôpital comme il demande un lycée, on le lui apporte. Or, l'hôpital n'est pas seulement un bâtiment, il faut les médecins là-dedans pour pouvoir le faire. Je vous prends le cas de Yaoundé, qui est la capitale, pour vous parler des hôpitaux pédiatriques. Il y a un hôpital qu'on appelle l'hôpital gynéco-obstétrique pédiatrique Angousso, qui est situé à 100 mètres de l'hôpital général de Yaoundé, où il y a un service de pédiatrie, et à 2 km, vous avez l'hôpital de la CNPS, qui est à la pédiatrie, et sans compter le grand centre mère et enfant, la Fondation Chantal Biya au centre-ville, qui ne fait que de la pédiatrie. Alors que dans les pays développés, prenons le cas par exemple là où j'ai fini ma formation à Genève, en Suisse, il y a un seul hôpital pédiatrique dans tout le canton. Un seul hôpital pédiatrique qui va regrouper tous les spécialistes pour donner un plateau et une compétence. Mais si vous diluez tout ce que vous avez, imaginez un père de famille qui a 1 million de francs et qui décide d'avoir 50 épouses. Écoutez, chaque épouse n'aura que des haillons pour s'habiller. Mais s'il y a une seule épouse, on fera de grandes choses. Donc il y a une dilution en réalité dans la politique des soins parce qu'on veut contenter les populations, parce qu'effectivement on voudrait montrer qu'on est partout. Il y a ce problème réel où il faudrait... Parce que dans la structuration des soins, il faudrait arriver à un moment où il y a beaucoup de compétences, où on refait les malades pour cela. Donc on a un peu trop d'hôpitaux pour ne rien faire. Dans mon village, par exemple, moi je suis du côté de Gambé, je suis content qu'il y ait des gens de la Sagara-Maritime, nombreux ce soir d'ailleurs, et peut-être ceux qui m'écoutent, du côté de Hendel et partout. Oui, c'est vrai, mais à l'hôpital de Ngambé, qui est l'hôpital de mon arrondissement, le médecin arrive 2 fois par semaine. Dans mon village même, où il y a un infirmier, il n'y a pas d'infirmier depuis 2 ans. Il n'y a pas d'accès. Les femmes vont accoucher comment? C'est tout un désordre. Vaut mieux dire aux gens qui n'ont pas d'hôpital et que voilà l'hôpital représente. Peut-être l'hôpital de Sakbayemi. Après Sakbayemi, on ira peut-être à Saint-André de Pouma, etc. Si ce n'est pas décidé, et qu'on dit oui, nous on a un hôpital dans notre village où il n'y a pas de médecin, où il n'y a pas d'infirmiers, où il n'y a pas de médicaments, nous trompons tout simplement la population et nous nous trompons nous-mêmes. Il faudrait qu'on regarde les choses en face. Lorsqu'on est pauvre, je crois, je vais terminer par là, lorsqu'on est pauvre, on doit réfléchir pour maximiser ce que nous avons. Et je pense qu'en organisant mieux les soins, nous pouvons mieux faire. Ok, donc toutes les conditions sont garanties pour tuer psychologiquement et en plus Carole, tuer psychologiquement les patients et surtout les enfants. Dans ce désordre relatif à l'organisation, dans cette mauvaise ou alors inorganisation des soins au Cameroun, tel que vient de le dire le docteur Ndembe. Bon, c'est vrai que
Lorsqu'un patient va à l'hôpital, il ne sait pas que le système de référence n'est pas bien. Donc psychologiquement, il en forme parce qu'il va chez le soignant. Psychologiquement, ça s'écroule lorsqu'il commence le tourisme. Parce qu'il commence à remettre en question soit les pratiques, soit la maladie. En plus, s'il arrive que c'est une maladie pour laquelle on n'a pas une étiologie objectivée par un examen quelconque, ça devient terrible. Parce que dans notre cas, les cas que je reçois, c'est ce genre de pathologie que je reçois. Donc quand il n'y a pas ce genre, c'est terrible. Donc du coup, et ça fait le tourisme en médecine moderne et ça va en tourisme en médecine traditionnelle. Tout à fait. Donc, le truc, c'est que la formation que j'ai faite, je suis psychologue clinicienne, bon, beaucoup de médecins au Cameroun ne savent pas que ça existe et ne savent pas qu'on refait. Parce que des fois, quand je discute avec les médecins, ah non, c'est rien, ça va aller. On le met sous anxiolytique et puis ça va. Ce genre de choses. Donc, les médecins, parfois, eux-mêmes ne savent pas. Et ça revient toujours au problème de référence. Qui est là? Qui fait quoi? Donc, quand on sait qui est là, qui fait quoi, on constate, ok, tel n'est pas là, ça veut dire on a besoin d'eux. Donc, je voulais référer à, mais ça n'existe pas. C'est eux qui enseignent les gens. Ils peuvent susciter les étudiants à se spécialiser dans des domaines dont on a besoin. C'est un peu ça. Mais est-ce que c'est le cas dans nos écoles pour justement établir, dans nos écoles de formation médicale, pour établir un certain équilibre ou un équilibrage dans l'acquisition de la spécialisation dans un pays sanitairement désuet ou alors pauvre comme le nôtre? Est-ce que vous avez ce sentiment-là? Ici au Cameroun, dans, je dirais, nos écoles de médecine, on a nos écoles de médecine forment des médecins généralistes et forment des médecins spécialistes. Et comme le disait le docteur Tembe tout à l'heure, c'est des spécialistes, je dirais, généralistes. C'est-à-dire qu'en cardiologie, si vous prenez juste le domaine de la cardiologie, en Europe par exemple, le cardiologue européen, quand tu dis je suis cardiologue sous-spécialisé en quoi? Parce qu'on ne fait pas tout. C'est-à-dire que dans la cardiologie, il y a le rythmologue, il y a le cardiopédiatre, il y a le cardiologue interventionnel, il y a tellement de sous-spécialités dont on ne fait pas tout. Donc, dans tous les domaines, je pense que c'est le cas. En pédiatrie, il y a le cardiopédiatre, il y a le neuropédiatre, il y a le rhumatopédiatre, il y a le néphropédiatre, ainsi de suite. Donc, le néphropédiatre ou le cardiopédiatre ne voit que les enfants en longueur de journée, donc il devient imbattable dans la matière. Donc, en fait, je pense que c'est en fait, on ne peut pas se comparer aux pays européens qui ont déjà un niveau de développement de structures sanitaires. Mais on a 50 ans, plus de 50 ans après les indépendances. Mais qu'on ait déjà le nombre de spécialistes suffisant. Il y a des spécialistes, mais si l'on veut encore entrer dans les sous-spécialités, vous savez qu'il faut d'autres équipements encore sous-spécialisés pour faire ces sous-spécialités. Donc, si déjà de spécialistes que je dirais généralistes ont déjà le minimum pour travailler, je pense qu'on ferait des grandes choses avant d'aller dans des sous-spécialités. On pourrait par exemple accorder des bourses aux médecins généralistes pour renforcer et justement permettre que le pays apporte une réponse efficace. Spécialisé. Je suis tout à fait d'accord avec vous, mais imaginez-vous que dans un chirurgien à qui on donne une bourse pour aller faire la chirurgie cardiaque, le jeune revient au Cameroun, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Il revient au Cameroun, il est à Douala, il est à Yaoundé. Qu'est-ce que le jeune enfant, qu'est-ce que le jeune fait? Il va revenir, il va faire de la chirurgie générale parce qu'il n'a pas un centre de chirurgie cardiaque. Il va se tourner les pouces. Et 6 ans ou 8 ans de formation en chirurgie cardiaque, ça serait une formation inutile parce qu'on n'a pas de centre de chirurgie cardiaque. Parce que là, c'est une sous-spécialité de la chirurgie, par exemple. Donc, il va se contenter d'opérer peut-être des appendicites, des hernies, ainsi de suite, parce qu'il faut bien qu'il arrondisse les fins du mois et qu'il puisse nourrir sa famille. Oui. C'est un peu ça. Donc, je pense qu'aller dans les sous-spécialités pour des structures hospitalières qui ne sont pas préparées ou équipées, nous ne sommes pas peut-être encore à ce niveau.
peut-être la grande spécialité, équiper déjà les structures pour des grandes spécialités ferait l'affaire de la plupart des cas. Le bout du tunnel, ce n'est pas pour demain. Non, on ne peut pas dire le bout du tunnel. Et pour enchaîner sur ce plan, en plus, il faut former ces gens, même il faut consentir des bourses pour le faire, mais après, il faut bien les payer aussi. Et si vous ne les payez pas, ils iront plus offrants, puisqu'ils sont demandés dans le monde. Donc, ouais, vous investissez sur des gens que vous ne pouvez pas payer par la suite, ils seront sollicités par les autres et ils iront, et ils partiront. Donc, vous voyez que nous sommes dans un cercle vicieux, mais ce n'est pas pour autant que nous devons baisser les bras. Je pense qu'il faudrait, on parle des états généraux à gauche et à droite, etc. Il faudrait qu'on regarde nos problèmes dans les yeux, je crois que nous pourrons sortir. Il y a des tout petits pays, hein, même en Afrique, il y a des tout petits pays qui sont moins riches que nous, mais qui font des choses plus grandes que nous. Parce qu'avec leurs petits moyens, ils les ont mis bout à bout et ils ont fait de grandes choses. Il faudrait que nous puissions l'arrêter. Ah, mais j'interpelle ceux qui organisent les soins. C'est l'État qui est le moteur de cette histoire. Il faut même des lois à l'Assemblée pour toutes ces choses. Les choses ne se décrètent pas ainsi. On a parlé tout à l'heure du secteur privé, où effectivement il y a des plateaux techniques très performants sur le plan privé, mais ce sont des investisseurs personnels, hein, ce ne sont même pas des groupes, c'est des personnes qui ont investi leur argent là-dedans. Très bien, et même le peu de spécialistes, justement pour les rencontrer, il faut débourser au moins 15 000 francs CFA, ce qui représente un revenu assez conséquent pour les familles, que nous avons écouté ce soir, docteur. Oui, mais moi je voudrais même dire que parfois il y a des initiatives qui sont menées, pour lesquels nous disons nous avons espoir que ça change. Lorsqu'on nous disait création des hôpitaux gynéco-obstétriques et pédiatriques, j'appellerais ça en termes simples, les hôpitaux mères et enfants. Là c'est pratique parce que les enfants doivent être pris en charge dans des structures particulières, pas avec des adultes, ça c'est pas conforme. Malheureusement, nous trouvons que les activités sont diluées. Nous avons des adultes, nous avons des rhumatologues qui sont affectés dans ces hôpitaux, nous avons des dermatologues, alors qu'à la base, c'était des hôpitaux destinés à la mère et à l'enfant. Or, si nous étions restés, ou bien si nous restons uniquement à ces formules, nous verrons se créer des besoins d'urologie pédiatrique, c'est-à-dire il faut opérer le rein, il faut un cystoscope, parce que l'urologue pédiatre qui est là est bloqué dans tel niveau. Et, on va acheter le matériel, quel que soit le besoin. On remarquera que pour le problème de cardiopédiatrie, par exemple, il faut opérer, il faut acheter, on va acheter du matériel. Mais lorsque on est dilué, nous refaisons la même chose en changeant de nom. En réalité, l'hôpital général, l'hôpital gynéco-obstétrique devient l'hôpital général 2. C'est la plaque qu'on a mise, ce n'est pas l'hôpital en soi-même. Donc, ça encore, ça demande une certaine rigueur au niveau de nos politiques publiques. Très bien. Alors, je vous permets de réagir dans le reste, la poignée de minutes qui nous restent. Je vous permets d'emprunter le train à destination justement de la gare. Et il s'agit justement de cet aspect qui est consacré aux recommandations. Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour la prise en charge de ces différents enfants? Cette langue grenouillette, cet enfant qui souffre d'une malformation et qui est aujourd'hui contraint d'être mis dans une bassine comme si on était au Moyen-Âge, parce que la famille n'a pas le minimum. Qu'est-ce qu'il faut, docteur? Je pense que pour ces différents enfants, comme mes prédécesseurs l'ont dit, il faut que ces enfants soient référés vers des spécialistes compétents dans ces spécialités, notamment cette langue. En oreille, il y a des gens qui sont peut-être spécialisés pour l'oreille, il y a peut-être d'autres oreilles spécialisées pour la langue, c'est-à-dire référer vers des spécialistes qui sont spécialisés en la matière. Maintenant, le problème sera le problème financier. Qui prend en charge? Peut-être Regard Social a une fondation qui permet de collecter des fonds et qui permet d'aider ces plus démunis. Mais je pense qu'il devrait être l'enfant qui est dans le récipient, s'il est vu par un neurologue ou un neuropédiatre, vraiment, on fait le point de sa situation. Qu'est-ce que c'est exactement et qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Regard Social n'est pas le ministère des Affaires sociales, encore moins de la santé publique. J'espère bien qu'ils prendront leurs responsabilités parce que c'est assez préoccupant ce que nous vivons ce soir et depuis des années, depuis que nous menons cette émission. Mais docteur Kamgep, qu'est-ce qu'il faut dans l'urgence pour redonner du sourire à ces familles, surtout à ces enfants? En réalité,
Presque tout a été dit dans le débat que nous avons eu. Il faut repartir au début, repartir vers ceux qui doivent véritablement les prendre en charge. Et je crois que je ne suis pas sûr qu'opérer cette tumeur mucoïde demandera des millions de francs, je ne suis pas sûr. Donc c'est des opérations simples. Pour ceux qui connaissent, ça devrait être simple. Moi, je ne suis pas Warren, mais je crois que pour ceux qui connaissent, ça devrait être simple. C'est pas la grosse... Comme il a dit, c'est une tumeur bénigne, elle n'est pas maligne. Très bien. Donc c'est une tumeur localisée. Très bien. Docteur Ndembe? Je crois, si on revient dans le cas de la grenouillette, il a dit, il faut tout simplement de l'argent. Et je pense que si elle a de l'argent, il faudrait se référer à la société camerounaise des ORL. Cette société existe aussi, qui peut vous aiguiller et vous indiquer la bonne personne qui peut le prendre à charge. Tout à fait. Donc nous saisirons le docteur Youda. Voilà, pour les deux autres cas, c'est un peu difficile, c'est un peu difficile, mais il faudrait leur apporter quand même des soins de confort. Ça, c'est important. Parce que dire que ce sont ces enfants, c'est vrai, c'est dur pour les mères. Vous l'avez dit tout à l'heure, chacun rêve d'avoir un directeur comme enfant, etc. Mais parfois, lorsque les lésions sont fixées, la récupération est lente et parfois difficile, et parfois même impossible, même comme à Dieu, rien n'est impossible. Donc, pour ces enfants, quand même, il leur faut des soins de confort. Ils peuvent avoir des chaises sur lesquelles ils peuvent mieux s'asseoir. C'est quand même pathétique d'avoir un enfant dont le seul domicile, la seule chaise est une bassine. On peut quand même lui trouver une chaise, on peut l'appareiller d'une certaine manière. Mais le on l'a émis pour qui? Le on est mis pour nous. Le on est mis pour nous parce qu'en fait, nous sommes sur ce panel, les Camerounais nous regardent. Il y a des gens qui ne savent pas comment faire de leur fortune. Et je suis très content parce qu'à un moment donné, on disait que l'argent n'arrive pas, on ne peut pas faire sortir de l'argent pour ceci, pour cela. Et je suis content qu'à Douala, je vois les immeubles qui poussent. Mais au reste d'une population, il n'y a que des immeubles qui poussent et avec des personnes gravataires, vivement que l'argent puisse sortir. Très bien. Alors, Warren, s'il te plaît, qui assure la réalisation ce soir, le prière d'afficher le numéro pour que justement la solidarité agissante se mette en branle. Voilà, très bien, merci. Alors, Carole, qu'est-ce que vous en dites pour sortir en guise de recommandation? Étant éducatrice spécialisée aussi, pour Jonathan, je vois, comme elle a dit, il faut qu'il voie un neurologue pour qu'il puisse faire le point. Et pour lui, je vois aussi soit un kiné, soit un psychomotricien pour améliorer un peu soit la tonicité, la coordination. Et puis, il faut l'appareiller pour quand même améliorer la qualité de vie. Pour Daniel, je ne sais pas, actuellement, apparemment, oui, il faut vérifier qu'il n'y ait pas de cardiopathie parmi toutes les malformations qu'il y a. Mais pour sa scolarité, il y a des écoles spécialisées pour les déficients visuels dont il peut bien être scolarisé malgré la vision faible, il peut être scolarisé. Et donc, c'est un processus. Oui, il peut apprendre des choses, il peut être autonome. Je fais un doctorat en éducation spécialisée. Dans ma classe, il y avait un malvoyant et il est enseignant à l'université. Comme pour dire que c'est pas parce qu'on est malvoyant que c'est fichu, quoi. Très bien. Merci pour vos différentes analyses. Nous espérons justement que les différentes recommandations que vous venez de formuler permettront d'améliorer notre système de santé, d'améliorer la politique sanitaire en la matière, de susciter d'autres vocations au sein du corps médical et pourquoi pas de construire une société encore meilleur où l'enfant cessera d'être un drame pour les différentes familles. Alors comment sortir sans vous donner quelques nouvelles des cas sociaux, puisque évidemment les numéros qui s'affichent au bas de l'écran en ce moment sont les lignes à travers lesquelles vous pouvez appeler ou simplement faire un SMS s'il vous plaît, et puis nos équipes se chargeront de prendre la tâche avec vous pour recueillir vos différents dons et permettre que ces enfants puissent dans un premier temps rencontrer le spécialiste approprié, bénéficier d'un diagnostic conséquent et puis que la prise en charge suive. Et pour en parler ce soir, pour avoir les toutes dernières nouvelles ce soir, nous donnons la parole à Vicky Nemale qui est avec nous. Vicky, bonsoir. Bonsoir, Ifema. Alors, qu'est-ce que nous avons enregistré à notre compteur ce soir? Pour les cas de Nathalie,
Boniface et Mamouda. Nous avons collecté en ce jour anonyme 20 000 francs, famille Semo Sango 2500, Tchafak Sévérin 10 000 francs, M. Poakam Adolphe Bamenda 20 000 francs, Ouansi Prosper depuis Limbé 20 000 francs, Makogoum Lucienne depuis Yaoundé 5 000 francs, Hugues Morel 5 000 francs, famille Miafo Ninthieu 50 000, Eukwa Tchania Claude 10 000 francs, association Malabo pour Nathalie 100 000 francs, association Malabo encore pour Boniface et Mamouda 70 000 francs, Fego Diko Eric 5 000 francs, Maman Hélène 10 000 francs, Romain Benga 10 000 francs, association des jeunes de Sikakao 15 000 francs, William 2 000 francs, Agnérobi Chinedjou depuis Ambam 15 000 francs, Kemdje Edith 5 000 francs, et Doum Joseph depuis Yaoundé 10 000 francs. Les enfants, ce sont des jumeaux. Ils se nomment Vaté, Bonté et Anim. Ce sont des jumeaux qui nous ont fait parvenir leur contribution d'un montant de 300 000 francs. Ce sont des jumeaux, ils sont très jeunes d'ailleurs. 300 000 francs donc pour les cas de Nathalie, pour les cas également Nathalie, Boniface et Mamouda. Monsieur Nandi Athanasius, 20 000 francs. Zébazé Marie, 5 000 francs CFA. Le capitaine J. Adolphe Roger depuis le Tchad, 20 000 francs. Colette, 10 000 francs. Anonyme, 10 000 francs. Madame Tchokomani Marie, 30 000 francs. Ousmaël, 5 000 et anonyme, 5 000 francs CFA. Donc nous avons 3 211 500 francs. 3 211 500 francs pour Nathalie, Mamouda et Boniface. Collecté en 3 semaines. Oui, en 3 semaines. Donc, je crois qu'il y a l'occasion, il y a lieu là de dire merci à nos différents téléspectateurs. Merci surtout pour la confiance que vous faites à l'émission Regard Social. Merci surtout de cautionner cette action de crédibilité. Mesdames, Messieurs, ne l'oubliez jamais, nul n'a le droit d'être heureux tout seul. Continuez simplement à appeler, à faire un simple SMS à travers les différents réseaux sociaux et puis nos équipes se chargeront de prendre attache avec vous pour recueillir votre don. Eh bien, il ne me reste plus qu'à dire merci à tout le public qui est venu pardon, très nombreux ce soir vivre l'émission avec nous en direct, et surtout merci à la grosse équipe, une très grosse équipe qui m'accompagne au quotidien dans le processus de préparation de cette émission. Un chapeau spécial, merci tout à fait spécial à monsieur Samuel Tchoufa et bien sûr toute la grosse équipe, ils sont très nombreux, je ne vais pas les citer, mais merci infiniment pour votre aimable attention. Mesdames, Messieurs, merci infiniment de continuer à cautionner cette action de crédibilité. Ensemble, nous construirons un Cameroun meilleur. J'en suis convaincu. Bonsoir.